Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale. Je suis très heureuse aujourd'hui de jaser d'asthme aigu en pédiatrie avec mes deux invités, Dr Sémanté, pneumologue pédiatrique et chercheuse au CHU Sainte-Justine, ainsi que Myriam Guévremont, pharmacienne en pneumologie, également au CHU Sainte-Justine depuis presque 5 ans. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là, tous les deux. Merci à toi de l'invitation. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer avec la définition de l'asthme. Donc, l'asthme, c'est une condition inflammatoire, tout d'abord, des voies respiratoires. C'est caractérisé par des symptômes en lien avec l'obstruction ou une hyperréactivité bronchique, donc les mêmes voies respiratoires. Ces symptômes peuvent être intermittents ou persistants chez les enfants. Puis, chez les enfants particulièrement, l'asthme peut se présenter par une toux, des sifflements, un serrement à la poitrine, des sécrétions respiratoires qui sont abondantes ou une dyspnée, en d'autres mots, un essoufflement qui est surtout à l'effort. Comment tu bases ton diagnostic auprès de ta clientèle? Donc, un diagnostic d'asthme, surtout là, de prime abord, on se base sur une présentation ou une histoire clinique qui est compatible avec la définition que je viens tout juste de vous dire. Chez les enfants plus âgés qui sont capables de faire des tests de fonction pulmonaire, on va essayer de documenter une réversibilité par un test de fonction pulmonaire ou avec un bronchodilatateur, par exemple, ou une hyperréactivité bronchique avec un test de provocation. Par contre, des fois, on n'a pas nécessairement accès à ces tests-là, soit les ressources sont limitées ou soit l'enfant est trop jeune pour faire des tests. Dans ces cas-là, l'alternative pour faire le diagnostic, c'est aussi de se baser sur la réversibilité des symptômes en administrant, par exemple, un Baca, un Ventolin, ou faire un essai thérapeutique avec des corticostéroïdes inhalés pour quelques mois. OK, donc si je comprends bien, le BACA, c'est ça, c'est le bronchodilatateur à courte durée d'action, qu'on connaît bien sous le nom de salbutamol ou albuterol, je pense en Europe. OK. Albutérol. Albutérol, oui, albutérol. Puis, quand on parle de réversibilité, on veut que l'enfant réponde bien, dans le fond, à cet essai thérapeutique. C'est bien ça? Exact. Sur OK. les tests de fonction pulmonaire, on peut le définir par un certain pourcentage d'amélioration. Chez les enfants plus jeunes, ben, c'est une amélioration subjective OK. suivant des symptômes ou objectivée par un médecin, par exemple. OK, parfait. Puis parlant de subjectivité, c'est quoi des critères de maîtrise d'asthme qu'on peut observer cliniquement? Donc, il existe plusieurs outils là, pour évaluer la maîtrise de l'asthme chez l'enfant. Ces outils se reposent essentiellement sur les mêmes critères. Donc, l'asthme est bien contrôlé quand l'enfant a 2 jours ou moins de symptômes par semaine, n'a pas de symptômes la nuit, a une tolérance à l'activité physique qui est normale, ne fait pas d'exacerbation sévère ou pas d'exacerbation fréquente. Aussi, surtout chez les enfants, ne manque pas d'école à cause de l'asthme et finalement utilise moins de 2 doses de bronchodilatateurs à courte action, donc les Baca qu'on parlait, par semaine. OK. Puis est-ce que ça compte les 2 doses qu'on prend avant le cours d'éducation physique? Ça devrait les Ou compter. ça les compte? OK, c'est bon. Parfait. Donc, puis ces critères-là, tu les évalues sur quelle période de temps quand tu rencontres les parents? Donc, souvent, tu sais, on évalue sur les 4 dernières semaines, mais Ouais. pratico-pratique en clinique, là, ça va être sur l'intervalle depuis la dernière OK. visite. Parfait. Excellent. Donc, c'est vraiment 6 bons critères de maîtrise d'asthme que tu viens de mentionner. C'est bon de se rappeler, par exemple, comme pharmacien en première ligne. Donc, pour un asthme mal contrôlé, par exemple, j'ai un enfant qui a des symptômes 4 jours sur 7, puis il doit manquer parfois de l'école, à raison de 1 à 2 fois par mois. Fait qu'il rentre comme un peu dans la catégorie au risque d'exacerbation d'asthme, c'est bien ça? Donc, c'est ça, il y a certainement des facteurs qui mettent certains enfants plus à risque de faire des exacerbations. Donc, l'asthme mal contrôlé, c'en est un. Il y a aussi les enfants d'âge préscolaire, hein, parce qu'eux autres, qui ont tendance à faire plus d'exacerbations, sont souvent exposés à leur déclencheur principal aussi, qui sont les infections respiratoires. Ensuite, il y a les enfants qui ont eu une exacerbation d'asthme sévère, surtout dans la dernière année. Donc, une hospitalisation ou surtout une hospitalisation aux soins intensifs.
Les études là, sont très convaincantes pour dire que une exacerbation récente, c'est le facteur le plus important pour prédire une exacerbation dans le futur. Il y a d'autres facteurs de risque, notamment là, une fonction pulmonaire abaissée, par exemple, ou vivre dans un milieu socio-économique défavorisé. Puis finalement, il y a des comorbidités qui peuvent aussi aggraver l'asthme. Par exemple, les conditions atopiques, donc l'eczéma, les Mhm. allergies saisonnières, il y a l'obésité, l'anxiété, le reflux gastro-œsophagien. Et donc, en clinique, moi, je recherche particulièrement ces facteurs de risque dans mon histoire pour identifier les enfants qui sont les plus à risque. OK, c'est bon. Puis quand tu parles d'exacerbation récente, c'est quoi le délai, des mois? Donc, on parle surtout, les études, surtout, là, on parle de dans la dernière année. Année, OK. Ouais. C'est bon, parfait. Bon, mais c'est un très bon questionnaire pour passer l'histoire avec les parents pour identifier les facteurs de risque. Donc, je profite également de ton expertise, Seman, pendant que tu es là. J'ai plein de questions. J'ai vu que jusqu'à 50% des enfants de moins de 6 ans peuvent guérir et ils peuvent faire également un essai sans médication pendant 3 à 6 mois pour vérifier le contrôle. Est-ce que c'est possible? Hmm. Ça, c'est une très bonne question parce que l'asthme chez l'enfant, peut-être contrairement à chez l'adulte, c'est pas une condition qui est statique. En fait, plusieurs éléments peuvent changer avec l'âge. Ça inclut les déclencheurs et la sévérité de l'asthme. Puis quand on regarde l'épidémiologie de l'asthme, il y a effectivement là, la moitié au tiers des enfants d'âge préscolaire qui vont se remettre de leur asthme à l'âge scolaire. Et si l'enfant est bien contrôlé, oui, je vais tenter de faire une désescaladation de son traitement étape par étape. Il se peut, dans certains cas, qu'on cesse les médicaments de contrôle complètement, mais ça dépend toujours du contrôle de l'enfant. Puis je pense qu'un point ici qui est important à retenir, c'est qu'avant de reculer sur un traitement hein, ou désescalader un traitement, il faut bien évaluer le contrôle de l'asthme chez l'enfant dans une période qui est vulnérable pour l'enfant. Pour les enfants d'âge scolaire, par exemple, c'est souvent l'automne et l'hiver. Donc, je m'assure qu'ils ont passé un bel automne-hiver avant de désescalader leur traitement. OK, c'est un super bon point à retenir, effectivement. Puis, dans le fond, est-ce que ça veut dire qu'ils sont guéris ou ils sont en rémission de leur asthme? Mhm. Je pense qu'on ne sait pas exactement encore, hein, les études sont encore en cours là-dessus. Puis ça dépend un peu de la définition des mots qu'on utilise. Mais souvent, moi, ce que je vais dire aux parents pratico-pratiques, c'est que l'asthme, plus tard, peut se remanifester quand les conditions sont bonnes. Par exemple, si un enfant a une infection respiratoire, puis il va jouer dehors, il fait froid ou la qualité de l'air est mauvaise cette journée-là, ça se peut que les symptômes d'asthme refont surface. Puis à ce moment-là, surtout si ça arrive fréquemment, il faut le faire évaluer. Peut-être qu'il y a besoin d'un traitement de contrôle. Puis je profite aussi de ces moments-là pour parler de l'environnement, un environnement sain pour l'enfant, éviter le tabagisme et tout. OK, parfait. Ben, merci, Dr. T, pour cette mise en bouche là, vraiment bien résumée de l'asthme. On va maintenant s'attarder aux principes de base de traitement. Et notamment, on va beaucoup se baser là, sur les lignes directrices de la Société canadienne de thoracologie 2021, le GINA, donc le Global Initiative for Asthma, le rapport de 2023, et également le guide d'usage optimal de l'INES, qui a été mis à jour en septembre 2023. Donc, je vais mettre les liens dans la description, là, comme d'habitude. Donc, Myriam, veux-tu juste nous résumer les traitements de base de l'asthme? On rentrera pas dedans, on va aller dans les Ouais, zones grises pour l'épisode. c'est quand même un gros dossier, Oui, là. quand même. Mhm. Mais globalement, je pense que les trois instances, c'est des regroupements d'experts des sociétés qui vont nous guider un peu dans la prise en charge. Ils ont quand même une approche qui reste assez similaire, où on a une approche souvent en pyramide, qui, dans le fond, ce qui va nous guider sur où on commence dans la pyramide, c'est un peu les facteurs de risque dont Stéphane parlait, qui vont nous guider si on va commencer vers un traitement plus intense ou moins intense. Puis ensuite, ben, comme Sémane le mentionnait, l'asthme n'est pas statique, surtout en pédiatrie, donc ça va nous permettre d'escalader le traitement ou de désescalader aussi si on a un asthme qui est bien contrôlé. Fait que les recommandations, les pyramides sont par groupe d'âge, donc vous pouvez regarder là, les différentes références pour vous guider un peu dans le choix de traitement. OK, parfait. Puis on a nos corticostéroïdes, Oui, inhalation, bien qui sont sûr, qui comme sont notre, souvent à la base ouais, là, de... notre Ben, pierre en fait, la angulaire. base, ça va être l'environnement, je pense, mais il y a Hmm. aussi la pierre angulaire du traitement pharmacologique. Pour le traitement de maintien, je dirais que c'est vraiment les corticostéroïdes inhalés, là, mais on va y OK, revenir plus parfait. tard.
Excellent. Ben, veux-tu nous parler des mesures environnementales? Oui, donc après avoir confirmé le diagnostic, les mesures non pharmacologiques, là, donc les mesures peut-être environnementales, forment vraiment la base de la pyramide. On parle ici des interventions pour diminuer les expositions environnementales qui pourraient nuire au contrôle de l'asthme. Puis l'efficacité de ces interventions-là, seule, est un peu mitigée dans les Mm. études, hein. Mais on sait quand même que l'implémentation de plusieurs interventions sont plus efficaces qu'une seule intervention. Puis quand on parle d'intervention, quelles sont-elles? Bien, on peut minimiser les expositions aux allergènes, surtout si l'enfant est allergique. Par exemple, éviter un animal auquel l'enfant est allergique ou mettre une housse anti-acarien. On évite le tabagisme passif et le vapotage passif même. Et chez les ados, on fait beaucoup de conseils pour ne pas Mhm. commencer ou arrêter de fumer ou de vapoter. Puis certainement, avec le changement climatique récent, on fait face aussi à plusieurs événements environnementaux qui affectent les enfants qui font de l'asthme. Il y a des périodes d'allergie plus longues, il y a les feux de forêt, la pollution, la mauvaise qualité de l'air qui peuvent nuire à l'asthme dans l'enfant. Donc, il y a aussi des mesures qu'on peut utiliser lors de ces périodes critiques-là pour éviter une perte de contrôle. OK, c'est bon, merci. Donc, on va continuer avec les traitements plus pharmacologiques maintenant. Comme tu disais, Myriam, c'est divisé par catégorie. Donc, ici, on va s'attarder plus aux enfants d'âge préscolaire, donc les 1 à 5 ans, et les enfants d'âge scolaire, donc les 6-11 ans. Pour les adolescents et adultes de 12 ans et plus, on va moins mettre l'accent, là, vu qu'il y a souvent moins de questionnements là, de la part de nos collègues. Juste avant de continuer, on utilise beaucoup d'acronymes et ça va épargner la salive à tout le monde. Donc, CSI, c'est corticostéroïdes inhalés. Puis les tableaux de référence là, mentionnent également là, c'est quoi une dose faible, une dose modérée, une dose élevée dans les références. Les BACA, c'est les bêta-agonistes à courte action, les bronchodilatateurs en fait à courte action. Donc, on parle vraiment plus de notre Ventolin et leur générique. Et les BALA, c'est la même chose, mais longue action. Donc, on a notre salmétérol, notre formoterol, qui sont inclus là, dans différents dispositifs là, en combo. Donc, pour vous retrouver aussi pour les dispositifs, j'aime beaucoup la fiche résumée du Réseau québécois en santé respiratoire. C'est tout imagé, c'est en couleur, ça aide vraiment à mettre un nom et une forme sur le dispositif d'asthme. Donc, Myriam, j'ai vu qu'il y a jusqu'à 70% des patients qui ont une technique inadéquate, qui peuvent, entre autres, expliquer un mauvais contrôle puis un risque majoré d'exacerbation. Ça serait quoi les recommandations pour le choix de dispositif, justement? Oui, bien exactement. La première chose à faire, c'est de choisir le bon dispositif pour le bon patient. Après, on va s'occuper de la technique, là, mais pour commencer, pour le choix du dispositif, c'est selon l'âge du patient, ça va nous guider dans le choix. C'est sûr que chez nos enfants d'âge préscolaire, on n'a pas le choix d'aller avec nos aérosols doseurs, toujours avec un aérochambre. Chez les 1 à 3 ans, là, souvent, on va avoir besoin d'utiliser, en fait, toujours, on va avoir besoin d'utiliser un masque adapté à la taille du visage de l'enfant. Chez les 4-5 ans, on peut souvent aller vers un embout buccal. Puis, à partir de 6 ans, ben là, on peut quand même considérer là, les dispositifs à poutre sèche. Là. Donc, on a les discus, les turbueleurs, les choix de dispositifs de poutre sèche là, qui ont chacun leurs avantages et désavantages. Mais avant d'aller vers ce choix-là, il faut quand même s'assurer que c'est un bon choix parce qu'à 6 ans, c'est un peu embêtant à savoir est-ce que l'enfant va être capable d'écouter les consignes comme il faut? Est-ce qu'il y a un débit inspiratoire qui est suffisant pour être sûr qu'il reçoit vraiment son Ouais, traitement de façon parce qu'il faut adéquate? comme qu'il... Faut tu qu'il sais, aille tirer ouais, c'est ça. sa dose plutôt que l'aérosol doseur où la dose va se rendre de façon passive, plutôt dans ses poumons, là, juste avec sa respiration. OK. Fait que pour le choix, ben, on va regarder, même chez les plus vieux aussi, il y a des patients qui n'aiment pas la sensation de la peau de sèche, fait qu'il peut y avoir une question de préférence personnelle aussi, une question de dextérité aussi, de manipulation qu'il faut considérer de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a mon petit dada en ce moment, c'est l'environnement puis les inhalateurs, fait qu'il y a ça qui peut nous faire pencher vers des peaux de sèche, mais c'est juste un facteur là, parmi tant d'autres. Puis sinon, ben, pour la technique, je pense que tu voulais qu'on en discute un petit peu. Ben oui, si tu veux, ouais. Dans le fond, la première chose, je pense qu'il faut retenir, c'est aérochambre pour tout le monde, à tout âge. À tout âge, de peu 1 importe. à 120 ans. De pour tout 1 le à monde. 120 ans, on utilise Ok. l'aérochambre. C'est mal, d'accord? Ouais, tout à fait D'accord, parfait. pour les inhalateurs doseurs. Là. Excellent. Ça permet vraiment d'optimiser la déposition au niveau pulmonaire, de minimiser les effets secondaires aussi. Fait que ça permet une technique adéquate puis un traitement qui va être le plus efficace possible.
Ensuite, ben, ça va être de revoir la technique périodiquement aussi, hein. Des fois, on a tendance à prendre des mauvais plis aussi, puis d'observer le patient en train de prendre sa dose pour être capable de corriger les petites erreurs qu'il fait au fur et à mesure, pas seulement lui expliquer puis assumer qu'il a tout compris. Mhm. Puis la dernière chose, ben, l'importance du décompte de faire le décompte des doses. Ça aussi, c'est un élément clé. Malheureusement, les aérosols doseurs, il y en a plusieurs qui n'ont pas de compteur de doses. Donc, il y a toutes sortes d'outils. Là, on peut se faire des feuilles, on peut mettre des suivis sur notre téléphone, on peut se faire des étiquettes pour cocher les doses pour savoir un peu où on est rendu OK. de ce côté-là. C'est bon, parfait. On espère qu'un jour, tous les aérosols doseurs vont avoir un petit décompte. On le souhaite. On espère. Sinon, c'est difficile aussi pour les parents là, de... Parce que j'imagine qu'ils ont l'impression qu'il y a une dose qui sort, mais il n'y a rien qui sort. Oui, c'est Ouais. ça. Il y a Ouais. quand même une partie, un certain pourcentage de gaz. Une fois que l'inhalateur est vide, il y a quand même un surplus de Ok. gaz qui peut donner l'impression qu'on Mm. reçoit du médicament alors Mm. que finalement, l'inhalateur est vide. C'est bon, merci. Donc, je vais plancher sur les lignes directrices canadiennes. Donc, pour les enfants de 1 à 5 ans qui sont non contrôlés avec un CSI à dose faible, qui est combiné avec un BACA, c'est recommandé d'augmenter à une dose modérée s'ils sont non contrôlés. Fait que pour combien de temps faudrait majorer cette dose-là avant de rediminuer à la dose de plus faible puissance de base? Donc, je pense, pour moi, la durée d'un essai thérapeutique est d'au moins 3 mois, au OK. minimum. C'est certain qu'on peut voir une amélioration des symptômes lorsqu'on monte une dose sur quelques semaines, là, mais les études montrent que l'effet peut quand même continuer à augmenter sur plusieurs mois. Puis à chaque fois qu'on augmente un traitement, il faut s'assurer, comme Myriam l'a bien mentionné tantôt, là, que l'adhérence est là, mais surtout la technique d'inhalation soit optimale aussi. Puis finalement, pour répondre à ta question, quand est-ce qu'on le rebaisse la dose, hein? Donc, pour désescalader le traitement, en règle générale, je m'assure que l'enfant ait eu un bon contrôle de son asthme. On a discuté tantôt, on veut qu'il y ait eu un bon contrôle sur une période pendant laquelle il est vulnérable normalement. OK, c'est bon, parfait. Maintenant, pour les enfants de 6 à 11 ans qui sont non contrôlés, mais cette fois-ci sur un CSI à dose modérée, combiné avec un BACA. Ce que je disais dans les lignes directrices là, canadiennes de 2021, c'est recommandé de changer ça pour un CSI BALA, donc on les connaît sous le nom de Zenhale, qui est le mométasone formoterol, ou le Advair, le fluticasone salméterol. Fait que c'est soit pour changer pour un de ces dispositifs-là, ou soit débuter un antagoniste des récepteurs de leucotriène. Puis ici au Canada, on a le montelukast, qui est le singulaire. Donc là, je lisais, puis là, je voyais que le Advair a des données publiées juste à partir de 4 ans, puis le Zenhale à partir de 5 ans. Mais là, il y a la théorie et la pratique. J'ai vu souvent des prescriptions hors indication pour des enfants encore plus jeunes que ces âges-là. Est-ce que, tu sais, je sais pas, Myriam, si tu veux commencer, est-ce qu'on a des données cliniques rassurantes pour les CSI BALA? C'est une question qu'on a souvent aussi à la pharmacie à Sainte-Justine, là, de nos collègues pharmaciens communautaires là, qui reçoivent des prescriptions qui sont un peu inquiets par rapport à ça. Puis malheureusement, c'est vrai qu'on a très peu de données dans la littérature publiée pour supporter l'utilisation des ballons en fait chez les moins de 4 ans. Pour le salmétérol, là, il y a quand même quelques rapports de cas, 1 ou 2 études rétrospectives qui étaient quand même rassurantes. Puis à ma connaissance, il n'y a aucune ligne directrice qui les inclut là, dans cette catégorie d'âge-là. Puis que leur utilisation, pour l'instant, c'est vraiment plutôt basé sur une expérience clinique. Donc, Sémane pourra peut-être compléter là, avec son expérience, mais on garde en tête que ça devrait quand même être utilisé pour des cas un peu plus sévères avec une évaluation, puis on n'utiliserait pas ça en première ligne. OK. Oui, c'est ça. Puis je pense que tu as raison, Myriam. On a quand même des données rassurantes pour les 6 ans et plus à partir des études soit interventionnelles ou observationnelles. Ce qui manque vraiment, c'est des données chez le groupe d'âge préscolaire. Exact. Puis c'est vrai qu'on met quand même parfois ces enfants-là d'âge préscolaire sur un CSI BALA hors indication parce qu'ils sont mal contrôlés malgré des doses modérées de CSI et souvent avec un deuxième contrôleur comme un antagoniste de récepteur de leucotriène. On fait ça évidemment après une bonne évaluation clinique. Souvent, ils sont déjà référés en spécialiste et ils nous voient déjà. Puis aussi, on discute des risques et des bénéfices avec les parents. Je pense que le risque, c'est que l'enfant est mal contrôlé, est à risque de faire des exacerbations et ça peut avoir un impact sur sa qualité de vie versus le risque du médicament.
Chez les enfants d'âge préscolaire, ce risque-là, je pense, vient du fait qu'on extrapole les données Mhm. d'innocuité chez les enfants plus vieux à l'âge préscolaire. Mais je peux vous dire par expérience que on n'a pas observé vraiment d'effets indésirables, même dans ce groupe d'âge-là, chez les plus jeunes enfants. OK, intéressant. Merci du partage. Puis pour revenir à ma dernière recommandation, on voit de plus en plus également des antileucotriennes, le Montelukast. Puis je l'ai vu à partir de 2 ans dans les monographies. Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez, point de vue efficacité? Ben, point de vue efficacité, c'est ça. Fait que dans la monographie canadienne, c'est à partir de 2 ans. Dans la monographie américaine, je pense qu'on c'est autorisé à partir d'1 an pour l'asthme, mais même 6 mois pour la rhinite allergique. Donc, on a quand même des données là, chez les plus jeunes de ce côté-là. Par contre, point de vue efficacité, je pense que la majorité des études, les méta-analyses qui se sont penchées sur la question s'entendent pour dire que le montelukast est inférieur aux corticostéroïdes inhalés, qui devraient être quand même notre pierre angulaire de notre traitement. Quand ça a été comparé au placebo, par contre, le Montelukast a montré une efficacité là, en termes de marqueurs inflammatoires, en termes de paramètres cliniques aussi. Il y aurait un effet bronchodilatateur intrinsèque aussi qui peut contribuer à l'efficacité. Quand on compare, par contre, aux corticostéroïdes, c'est là où on se rend compte les données sont un peu variables, l'ampleur de la différence varie d'une étude à l'autre, mais globalement, il semble avoir une supériorité du côté des corticostéroïdes inhalés. Reste que je pense qu'il peut quand même avoir une place pour des patients qu'on sait très inobservants. Ça peut être quand même une alternative à garder en Ouais, vu que option pour, c'est dans un certains comprimé contextes. une fois par jour le Exact. On soir. sait que nos patients ne sont pas toujours observants à nos pompes, nos traitements inhalés. Donc ça peut être une option. Puis l'autre place aussi pour le Montelukast, ben, c'est plutôt en adjuvant à d'autres traitements quand on rentre dans les deuxième, troisième lignes de traitement. C'est plutôt là où on peut aller chercher un peu plus de bénéfices, là. Aussi dans notre catégorie d'âge, justement, chez nos enfants préscolaires où on a moins de données avec les BALA, ça peut être une option aussi à OK, considérer. c'est bon, parfait, merci. Maintenant, je vous amène du point de vue innocuité, donc le profil d'effets secondaires. On en a entendu parler, les effets secondaires neuropsychiatriques qui peuvent être associés au Montelukast. Ils font vraiment beaucoup jaser. Est-ce que, mais je te relance, Myriam, en fait, notre pharmacienne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les effets secondaires, puis est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Oui, mais en fait, il y a une mise en garde là, sur le produit pour ces effets secondaires-là. On parle de jusqu'à 10 à 15 des patients qui pourraient avoir des effets secondaires neuropsychiatriques qui apparaîtraient principalement dans les 2 premières semaines après l'initiation du traitement. Fait que, comme effet, on peut voir des troubles du sommeil, dépression, agitation, troubles de comportement, c'est ce qu'on voit le plus souvent, troubles d'attention, mémoire aussi. Puis il y aurait même des cas d'idées suicidaires ou d'hallucinations, mais on s'entend que ça, c'est très, très rare. Là, on parle de le plus élevé qui est noté, c'est un cas sur 10 000. Chez les moins de 12 ans, je pense que ce qui est le plus rapporté, c'est plutôt des cauchemars, troubles de comportement un peu, anxiété. Alors que chez les plus vieux, nos ados, ben là, c'est là où on va plus trouver de l'anxiété, dépression, puis le fameux risque d'idées suicidaires. Je pense que c'est OK. important de relativiser les choses. Je sais pas, Simone, un peu si tu peux compléter, Oui, mais je mais... pense qu'avec tout médicament, c'est important d'être au courant des effets secondaires, puis on n'y pense pas souvent, hein, asthme, effets secondaires neuropsychiatriques. Donc, c'est important d'en discuter avec les parents, je trouve. Et ça peut permettre aux parents d'identifier ces symptômes-là précocement et d'en parler au médecin pour voir est-ce qu'on continue ou on arrête le médicament. Et tu en as parlé, là, je pense, les cas des idées suicidaires, ça, c'est des cas très, très rares. La plupart des effets peuvent être adressés, parfois en changeant l'horaire, par exemple, de Mhm. la médication, et peuvent aussi s'estomper avec le temps. OK. Donc, je pense que c'est important d'en discuter avec nos parents dès Ouais, le par début. exemple, si l'enfant fait des cauchemars, vu qu'il prend une prise au coucher, on pourrait l'essayer de le prendre au matin. C'est ça? Exact, OK, exact. parfait. Bon, mais merci beaucoup à vous deux pour ces informations fort utiles. Ça va aider peut-être certaines personnes à faire une balance risque-bénéfice là, pour le monter le casse. Là, je vous amène ailleurs. Là, ça va être un peu en vrac là, pour le reste de l'épisode. Chez les 6 à 11 ans, donc les enfants d'âge scolaire. Bon, petit cas, j'ai un enfant âgé de 7 ans sous salbutamol au besoin uniquement. Là, il y a eu sa première hospitalisation pour exacerbation sévère. Donc, là, il tombe dans la catégorie haut risque. Mm. Là, vous décidez d'ajouter un CSI régulier. Là, les plus fréquemment vus sont le cyclizonide, aussi connu sous le nom de Alvesco, et également le fluticasone propionate, sous le petit nom de Flovent. Donc là, on se pose la question, on favorise lequel comme traitement initial?
Docteur Donc, Tsé? malheureusement, il n'y a pas d'études comparant le cyclizonide puis le fluticasone face à face là, chez les jeunes enfants. Il y a quand même des méta-analyses, par contre, et puis plusieurs d'autres études, là, incluant une étude du Cochrane, qui montre que ces molécules ont une efficacité semblable. Donc, ça, c'est très rassurant. Dans ce contexte, moi, je regarde souvent d'autres facteurs. Par exemple, le cyclizonide se donne une fois par jour. Donc, si je perçois que ça peut être plus difficile pour une famille d'intégrer un médicament à prendre 2 fois par jour dans leur horaire, je vais favoriser le cyclizonide. Si c'est un enfant qui tend à faire du muguet, je vais favoriser le cyclizonide aussi parce qu'il tend à avoir moins d'effets locaux. Par contre, si un enfant est déjà sous du fluticasone, puis c'est bien intégré dans leur horaire, ça fonctionne bien pour l'enfant, je ne vais pas avoir tendance à le changer. OK, c'est bon. Puis, j'imagine que, bon, avec là, le Alvesco, il est une fois par jour, le Flovent, il est 2 fois par jour. Là, ça me fait penser, Myriam, ton dada, c'est l'environnement. Oui. Fait que j'imagine que toi, ça va être aussi Alvesco pour Ben, l'environnement, pour point de vue. l'environnement, point de vue aérosol doseur, OK. l'Alvesco émettrait un petit peu moins quand même de gaz à effet de OK. serre comparé au Flovent. Par contre, le Flovent a l'option de pouvoir se faire en poudre sèche, chose que l'Alvesco ne Ah. permet pas. Fait que c'est quand même à considérer aussi. OK, à considérer. C'est bon, parfait. Puis là, j'ai une question qui me brûle les lèvres, là. Est-ce que ça existe des non-répondants au cyclizonide, donc Mm. l'Alvesco? C'est un Hmm. mythe ou c'est une réalité? Ouais. Je vais répondre à ta question en disant que c'est bien connu que la réponse au traitement d'asthme est variable d'un individu à Mhm. l'autre. Et ça, c'est pour n'importe quelle molécule. Ça a été bien démontré pour les BACA et les CSI. Puis en fait, il y a une belle courbe normale, là, une courbe en forme de cloche là, dans la réponse au traitement. Donc, pour moi, il est attendu, là, comme pour les autres molécules, qu'il y aura des non-répondeurs au cyclizonide, même chose que pour les autres molécules. À ce que je sache, il n'y a pas d'évidence qu'il y aurait plus de non-répondeurs au cyclizonide que les autres CSI. OK, c'est bon. Effectivement, il n'y a rien de publié dans la littérature à cet effet-là. Je pense que c'est plutôt un concept théorique. On sait que le cyclizonide, c'est un promédicament, donc c'est un médicament qui doit être activé avant d'être efficace. C'est fait par les estérases là, au niveau pulmonaire, qui sont des enzymes qui vont transformer le médicament pour qu'il devienne efficace juste quand il se rend dans nos poumons. Donc, on pense qu'il pourrait avoir une variabilité entre les individus qui pourrait expliquer cette variabilité-là, mais ça n'a jamais été démontré dans la littérature. C'est juste un concept théorique un peu comme pour certains autres médicaments où on va avoir des métabolisateurs rapides lents. Fait que ça peut plaire à l'esprit, mais il n'y a rien qui supporte ça. Puis je pense que c'est juste basé sur une impression aussi de certains cliniciens qui avaient l'impression que peut-être des patients répondaient moins bien, mais qui pourrait aussi s'expliquer par juste la variabilité normale de réponse au traitement. OK, bon, ben ça répond bien à ma question. Merci. Donc, j'enchaîne. Concernant les effets secondaires des corticostéroïdes, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Si tu veux me parler des principaux. Les principaux, bien sûr qu'on entend, celui qu'on entend, je pense, le plus souvent, c'est les inquiétudes sur la croissance osseuse. Donc, oui, on va faire un suivi au niveau de la taille parce qu'il peut y avoir un ralentissement de la croissance, surtout au début, là, dans la première ou deuxième année de traitement, je dirais, mais ce ralentissement-là n'est pas cumulatif, pas agressif. Puis, au final, on se rend compte qu'à l'âge adulte, c'est une différence d'1 ou 2 centimètres sur la taille prédite. Donc, quelque chose qui n'est pas vraiment significatif. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'un asthme mal contrôlé peut aussi impacter la croissance, amener à de la morbidité, des hospitalisations, les exacerbations, tout ça. Puis voir aussi s'il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent contribuer aussi. Hein. Donc, si un patient a pris des corticostéroïdes, mais par voie orale aussi, des patients qui seraient dénutris, ça pourrait contribuer. Il ne faut pas oublier que les corticostéroïdes inhalés sont vraiment la pierre angulaire de notre traitement d'entretien. C'est vraiment notre message clé. Donc, on fait un suivi, mais on ne s'inquiète pas plus que ça. Après ça, il y a l'insuffisance surrénalienne. C'est extrêmement rare, mais j'ai quand même vu, moi, des cas anecdotiques. Je pense que ça vaut la peine d'y penser si on a un tableau qui est compatible, puis surtout si on a un patient qui prend des doses élevées de corticostéroïdes inhalés sur une longue période. Je pense que c'est important de garder ce réflexe-là. Oui, parce que même si c'est un traitement local, il peut avoir une absorption systémique. Il y a quand même systémique. une petite absorption systémique, puis surtout si c'est un patient qui, en plus, a une composante ORL, qui prend aussi des corticostéroïdes par voie nasale, tous ces effets-là peuvent s'additionner. OK, bon. Puis il y a aussi le muguet aussi qui peut arriver avec nos corticostéroïdes inhalés. Donc, il y aurait peut-être le cyclizonide qui pourrait avoir un avantage à ce niveau-là vu qu'il est activé au niveau pulmonaire. Mais sinon, c'est vraiment d'insister sur le fait de se rincer la bouche pour prévenir les effets secondaires dans l'oropharynx avec nos corticostéroïdes. C'est bon, on rince la bouche. On rince Après la bouche. les corticos. Après les corticos. D'autres questions, météoralité.
Est-ce qu'on devrait tout le temps prendre un BACA, donc le Ventolin et c'est générique, avant chaque administration de corticostéroïdes inhalés? Tu sais, ça serait comme pour bien ouvrir les voies respiratoires. Donc ça, c'est un mythe. Il n'est pas nécessaire d'administrer un BACA avant le CSI. Puis le BACA peut être utilisé lorsque l'enfant est symptomatique mais pas de façon chronique. En fait, il y a même l'évidence que la surutilisation de BACA peut être dangereux parce que leur utilisation de façon chronique peut mener à ce qu'on appelle une tachyphylaxie, donc une diminution de l'effet thérapeutique. Ah, OK, c'est bon. Merci. Autre mythe et réalité. Donc, chez les enfants, les adolescents de 16 ans et moins, est-ce qu'on devrait doubler ou quadrupler la dose de CSI en exacerbation aiguë de l'asthme? Non, en fait, c'est l'inverse. C'est pas recommandé dans cette catégorie d'âge-là. Ça fait partie des recommandations, par contre, pour les plus de 16 ans. OK. Chez les moins de 16 ans, en fait, c'est déconseillé, cette approche-là. Il n'y a pas assez de données pour supporter la pratique. Puis, en fait, il y a une étude là, qui a montré que le fait de quintupler la dose de corticostéroïdes inhalés, ça prévenait pas les exacerbations sévères de l'asthme. Donc, on va plutôt recommander d'insister sur l'observance du traitement de maintien de base. Puis, on peut envisager, là, dans certains cas, selon l'évaluation médicale, un traitement de corticostéroïdes par voie orale pour une courte durée. Là, on parle de 3 à 5 jours. OK, c'est bon. Merci. Donc, avant de conclure l'épisode, là, j'aurais quelques dernières questions. Ça serait quand qu'il faudrait référer à un spécialiste? Donc, je pense que pour référer à un spécialiste ou à un pneumologue ou un spécialiste en asthme, ça dépend tout d'abord du confort du médecin référent à gérer l'asthme de l'enfant. Donc, le seuil peut être différent de médecin en médecin, mais en règle générale, je pense qu'il faut penser à référer à un spécialiste en asthme lorsque le diagnostic n'est pas certain, quand l'enfant n'est pas bien contrôlé sur des doses modérées de CSI malgré une bonne adhérence, une bonne technique d'inhalation. Si on suspecte un asthme sévère, donc un asthme qui nécessite des hautes doses de CSI pour contrôler l'asthme. Et les enfants qui ont fait au moins 2 exacerbations sur une courte période ou qui ont eu une hospitalisation, on se disait là, surtout aux soins intensifs, pourraient aussi bénéficier d'un suivi par un spécialiste. Merci, parfait. Donc, Myriam, il y a plusieurs projets, dont le tien. On en a entendu parler, là, l'impact environnemental des inhalateurs pressurisés. Tu as également paru dans Très pharmacien à l'épisode 74, donc c'était très intéressant. Est-ce que tu avais un ou des messages que tu voudrais qu'on retienne sur l'impact environnemental? Allez écouter le balado. Ouais. Sinon, il y a la référence Cascade là, sur laquelle je me suis beaucoup basée pour monter nos différents projets et mes présentations. C'est une initiative qui est financée par le gouvernement fédéral qui est avec l'association de 4 grandes universités, puis ils ont vraiment une belle approche là, pour la diminution de l'impact environnemental des inhalateurs. Sinon, c'est ça. La priorité, c'est quand même le contrôle de l'asthme, mais je pense que c'est quand même intéressant de se poser la question. Si on peut faire un changement au niveau environnemental, avoir un impact, je pense qu'il faut le faire, surtout quand on parlait de l'impact de l'environnement sur le contrôle de l'asthme. C'est un peu ironique de dire qu'on nuit aussi à l'environnement en contrepartie. C'est comme un cercle. Bon. Excellent, mais bravo. Puis parlant de projet, je voulais te féliciter, Dr. Tsé, pour le financement de ton projet sur la prédiction des exacerbations d'asthme en utilisant l'application mobile Respi Sentinelle. J'étais allée voir tantôt sur la boutique Apple. C'est vraiment cool. C'est où? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme développement sur le projet? Donc, le projet est en recrutement. Le projet s'appelle projet MOCA, donc Mobile Health for Kids with Asthma. Et en fait, on recherche des participants là, à travers le Canada. On vise à prédire des crises d'asthme sur la semaine qui suit avec différentes sources de données, mais tout se fait via l'application mobile. Puis s'il y a des auditeurs, auditrices là, qui nous écoutent, qui voudraient avoir plus d'informations, que ce soit pour vos patients ou vos enfants même, vous pouvez consulter notre page Facebook, là, le titre est Actualité en santé respiratoire pédiatrie. Ça semble vraiment intéressant. C'est super cool que ça soit accessible sur les mobiles. On va regarder ça. Je vais mettre les liens dans la description. Donc, merci à vous deux. C'est un sujet très costaud qu'on a réussi à rentrer dans l'épisode aujourd'hui. Donc, Dr. Seeman Tsé et Myriam Guévremont, merci beaucoup pour ce tour d'horizon asthmatique. Merci à toi. Merci à toi. Donc, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Abonnez-vous pour ne rien manquer et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager à vos collègues et amis. La prochaine capsule va porter sur les soins palliatifs en pédiatrie avec Catherine Corriveau, infirmière, Dr. Marc-Antoine Marquis et Dr. Gabriel Brodeur Saint-Jacques qui vont nous introduire aux soins palliatifs en pédiatrie. Toulou!